Chers collègues, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à la Bibliothèque nationale de Tunisie. Nous nous réunissons aujourd'hui pour présenter et célébrer la parution d'un livre remarquable de Wassila Saidi, l'Algérie catholique. Wassila est actuellement la directrice générale. Si tu veux. Général, oui, ça me... Ah oui, elle est très générale alors. De l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, et elle est aussi historienne. Elle a déjà publié un autre livre, L'Algérie coloniale, en 2015. Le livre que mon ami Iqmal Bendana présentera aujourd'hui a été publié en 2012 et 2018, et il a eu un prix prestigieux, le prix d'histoire Diane Portier-Boès de l'Académie française en 2019. Je commence à lire ce livre à un moment où je découvre, comme par hasard, deux personnages importants de l'histoire intellectuelle et de l'histoire de la modernité en Tunisie, l'abbé Bourgade et Souleymane Hariri. Ce sont deux personnages qui se sont côtoyés et qui ont vécu à la moitié du 19e siècle. Souleymane Hariri est étonnant. Je suis en train de lire son œuvre, de la découvrir. Parce que c'est un compagnon et disciple, si l'on peut dire, de l'abbé Bourgade. En même temps, c'est un libre penseur, un traducteur et un écrivain remarquable, qui ne s'est jamais converti au christianisme, qui est demeuré jusqu'à la fin musulman, et il est parti, il est mort en France. Il a laissé une œuvre presque inconnue. L'abbé Bourgade avait fondé une école, un hôpital et une imprimerie en Tunisie. Ensuite, il est rentré en France, comme vous devez le savoir, enfin pour les historiens surtout, mais je parle aussi pour la vidéo, pour ceux qui, le grand public qui regarderont cette vidéo qu'on est en train de produire en même temps. Alors, il est parti, rentré en France, et il a fondé une revue, l'une des premières revues arabophones, des plus importantes et des plus consistantes, à savoir Birgis Deris. Malheureusement, on n'a pas cette collection. Ça fait 6 mois que j'ai formulé une demande officielle à la Bibliothèque nationale de France pour que la BNF la publie en ligne. On m'a répondu que oui, ils le feront. Après, là, il faut une restauration d'abord de la collection. Une collection énorme qui compte plus de 160 000 numéros à peu près. Donc, tout un pan de l'histoire de la Nahda, pas la Nahda, je parle, pas la nôtre actuelle, non, l'histoire de la Renaissance arabe. Donc, tout un pan de cette histoire du 19e siècle et de la Nahda, qu'on appelle la Nahda arabe, que je ne connaissais que vaguement et que je découvre maintenant. Probablement grâce à la Bibliothèque nationale, grâce aussi à Ahmed et mes amis historiens. Alors que l'histoire de la Nahda, de ses idées, institutions et auteurs est essentielle dans le cursus de l'agrégé d'arabe que j'étais. L'agrégé, même dans la licence, il y a toujours un chapitre important sur le 19e, le mouvement des Lumières, de la modernité arabe, etc. Mais dans la vulgate officielle qui nous a été transmise de l'histoire du 19e siècle tunisien, nulle place n'est accordée à ces deux personnages.
Alors la question que je me pose, pourquoi ce refoulement persiste-t-il? Alors que la vocation, peut-être des missionnaires catholiques en Algérie, mais je pense aussi en Tunisie, n'était pas seulement de convertir et de faire du prosélytisme. Ils font autre chose, ils ont fait autre chose. Enfin, c'est très compliqué et je pense que Wassila rend compte de cette complexité. Alors pourquoi la pensée complexe ne triomphe pas des réductions, dénis et fixations imposées par les pensées identitaires et celle de l'ex-colonisé qui peine à s'émanciper de son passé traumatique, de coloniser en étude, je pense, c'est une pensée identitaire. À quel exercice intellectuel et à quel travail sur la mémoire nous invite Wassila quand elle choisit d'intituler son livre « L'Algérie catholique », au lieu de, par exemple, les catholiques d'Algérie, ou simplement le catholicisme d'Algérie. Ce titre est audacieux, surtout quand on le traduit vers l'arabe. Et je parle à partir d'une expérience précise. Là, on m'a montré une affiche bilingue, mais sans le titre. Sans le titre arabe. Et donc j'ai senti moi-même la gêne occasionnée par ce titre quand j'ai exigé la traduction de l'affiche conformément à nos habitudes dans cette institution. Cet exercice intellectuel, accompagné d'un travail sur la mémoire, ne peut pas ignorer, certes, la démarche critique des études postcoloniales, mais il ne peut pas s'y réduire non plus, à mon avis. C'est une entreprise qui tiendrait compte de ce que Derrida appelle les transactions de l'histoire. Les transactions qui ont eu lieu et celles qui auraient été possibles, mais qui n'ont pas eu lieu, en dehors et à l'insu des clivages et des dissensions politiques. Je ne sais pas si j'ai été claire. Oui, parfaitement. Je n'ai pas eu le temps de terminer la lecture du livre, sincèrement, mais que je trouve passionnant de Wassila, mais je tiens à poser ces questions à elle et à Ahmed. Donc, je terminerai ce livre, je vous le promets. Peut-être que je me présenterai en arabe. C'est une manière de lui rendre hommage, à Wassila. Donc, merci de votre présence et de votre attention. Bon, merci beaucoup, Rajeb. Moi, j'aime bien cette présentation parce que c'est plus qu'une présentation. D'ailleurs, ça fait quand même résonance à beaucoup de choses, je pense, qui vont être dites. Alors, on a décidé avec Wassila que ça serait une sorte de conversation. Enfin, on n'est pas très nombreux, mais peut-être que c'est comme un plateau de télé. C'est-à-dire que pour que ce ne soit pas trop lourd et tout, et puis même pour moi, c'est plus intéressant peut-être d'écouter Wassila et peut-être aussi de répondre à vos questions. Donc il y aura une première petite partie où je vous présenterai Wassila et un peu l'ouvrage comme ça, et puis après ça va être structuré autour de questions. Tu es d'accord? On n'a pas demandé l'accord du public, mais je pense que ça vous laissera aussi surtout la place d'intervenir. Donc voilà, tu es professeur des universités et de l'université Lyon 2, et à mon avis c'est pas complètement étranger à ce choix. Tu nous diras un peu comment, parce que Lyon c'est quand même une grande université, en tout cas de spécialité sur les études des religions, donc tu viens de là, même si tu vas nous expliquer peut-être un petit peu comment tu es arrivé à ce sujet. Tu es aussi agrégé de l'université en histoire et tu es directrice générale, oui, de l'IRFC, maintenant je n'appellerai plus que directrice générale de l'IRFC depuis 2017. Alors, je pense que moi j'ai vu ton CV, ta biographie, et on peut dire que tu es spécialiste d'histoire des religions, mais pas seulement du catholicisme, tu as aussi beaucoup travaillé sur l'islam, hein, j'ai vu.
sur les politiques religieuses, essentiellement, et ça, je trouve ça très intéressant. Et c'est une entrée, comme disait tout à l'heure, Rachel, tu disais, tu parlais du traumatisme colonial, etc. Moi, je pense qu'il y a une très grande manière aujourd'hui, en tout cas, on a une voie aujourd'hui pour dédramatiser un peu la colonisation, parce que nous sommes dans une révolution, quand même, une certaine facture politique, où la religion joue un très grand rôle, et je trouve encore plus, enfin, je pense que même étudier un peu la manière dont on administre la religion dans d'autres pays, dans d'autres passés aussi, dans le passé, parce que le passé c'est un pays étranger, hein, au fond, d'une certaine manière. On croit que nous avons toujours existé, nous les Tunisiens, et en fait, même ceux qui ont vécu il y a 100 ans, c'est des étrangers pour nous. Et donc moi je pense que véritablement, cette manière d'étudier la religion du point de vue de son administration, à mon avis, est une clé pour nous aussi. Hein. Je pense que c'est très intéressant, et tu travailles sur le culte. Alors, je ne vais pas en dire plus un peu sur ton travail. Je voudrais passer au bouquin. Alors, le bouquin s'appelle L'Algérie catholique. Je n'ai pas senti, comme toi, l'étrangeté, mais tu me l'as fait sentir un peu après coup, parce que tu as pris une précaution d'historienne, c'est-à-dire tu as dit l'histoire du catholicisme en Algérie, tu vois. Il y a le côté provocateur, et puis il y a une histoire du catholicisme en Algérie du 19e siècle à nos jours, et je me suis demandé si tu allais parler d'une sorte d'un catholicisme particulier, et en fait, tu vas répondre, est-ce que c'est un catholicisme comme celui de la France, transposé dans une terre que la France voulait française, et qui ne l'était pas, bien sûr, et qui ne l'a jamais été. Donc peut-être que tu vas nous expliquer comment tu vas résoudre la question. Mais d'abord, je voudrais commencer peut-être par une question qui semble pourquoi, d'abord, tu as eu le prix de l'Académie française après des gens, alors je les ai remarqués, je vais en citer quelques-uns, Dominique Sondel, Lancel, Vidal Naquet, John Tolan et Daniel Panza. C'est pas rien ce que tu viens de citer. C'était un peu pour situer un peu ce prix. Est-ce que tu voudrais nous en dire plus sur ce prix, puis on continuera peut-être sur le contenu. Alors tout d'abord, des mots de remerciement. Des mots de remerciement d'abord en direction de Laja, la directrice de la BN. Merci beaucoup Laja. Depuis mon arrivée à Tunis, eh bien, tu m'as donné l'opportunité de renforcer des liens déjà anciens entre la Bibliothèque nationale de Tunisie et l'IRMC, et puis l'opportunité de te connaître en tant que personne et en tant qu'universitaire, à tel point que l'IRMC se sent un petit peu chez lui aussi à la Bibliothèque nationale. Tu as accueilli notre colloque international, le premier organisé depuis plus de 25 ans sur la Libye, et aujourd'hui, eh bien, c'est la première fois que mon livre est présenté en public, donc je ne l'ai pas présenté en France, il a été sorti en novembre 2018. Les activités de direction ne m'ont pas permis de présenter l'ouvrage, donc c'est la première fois que je le présente. Et du coup, je suis très heureuse parce que c'est d'abord au Maghreb, c'est en Tunisie, et puis c'est à la Bibliothèque nationale. Donc un grand merci à toi et à tes équipes d'être à nos côtés. Un grand merci aussi à Kamal qui comme d'habitude, m'avait vendu, mais écoute, viens, on va prendre un café toutes les deux, on va parler de ton café, de ton livre. Et puis oui, finalement, c'est un petit peu ça. On va pas boire de café, mais c'est comme si, et c'est comme ça qu'elle a envisagé la présentation de l'ouvrage, de manière à ce que je ne sois pas dans une démarche du haut vers le bas où je vous raconterai mon livre. Non, Kamal a eu cette très bonne idée d'être sur l'échange et finalement de poser des questions qui sont peut-être pas des questions ou des approches que j'aurais moi peut-être favorisées, mais je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Et puis ensuite, il y aura un temps, bien sûr, de donner la parole aux collègues. Alors oui, ce prix, il m'est quasiment tombé dessus au mois de juin dernier par mail. J'ai annoncé que j'étais lauréate du prix Diane Potier-Boès de l'Académie française. Je ne savais pas que mon livre était en compétition, donc je l'apprenais. Et puis je me suis dit, mais qui a ce prix? C'est qui? C'est quoi? Et quand j'ai découvert cette liste, John Tolan, Vidal Naquet, Dominique Sondel, alors ce sont toutes petites et on se dit, oh là là, mais il y a peut-être une erreur. Non, c'est pour moi, c'est ce prix, enfin c'est pas pour moi, c'est pour l'ouvrage. C'est le premier prix que je reçois et pour moi il a vraiment une double importance parce qu'il est d'une part le prix d'une très vieille maison française, l'Académie française, qui pour moi couronne à la fois
peut-être la langue française, et du coup ça honore. Je me dis, bon, finalement, ça y est, peut-être que je sais écrire correctement, sans trop de fautes d'orthographe le français. Si les académiciens l'ont choisi, c'est que ça doit être un peu vrai. Et puis d'autre part, eh bien, un ouvrage d'histoire, vu que c'est un prix d'histoire, et qu'il y a des prédécesseurs, ces prédécesseurs sont illustres, et il fait partie des 5 prix de l'Académie française destinés à l'histoire. Et parmi les lauréats de cette année, on a aussi Marcel Gaucher et Gérard Noiriel. Donc je me dis que voilà, je suis vraiment particulièrement heureuse de ce prix. Alors, tu m'as demandé de dire comment m'est venue l'idée de travailler sur ce sujet. Alors, sans rentrer dans l'archéologie de mon existence, c'est un projet qui a commencé en 1993. Vous voyez, il n'est pas tout à fait récent. À ce moment-là, je commence une maîtrise en histoire dans une université spécifique qui se trouve donc à Lyon, l'université Lyon 3. Et Lyon, tu l'as très justement rappelé, Kamal, est un pôle d'excellence en termes d'histoire religieuse, essentiellement du christianisme. En tout cas, à l'époque, c'était clairement marqué christianisme. Donc j'avais eu des enseignants qui m'avaient donc ouvert à ce pan de l'histoire, qui est l'histoire du catholicisme, et un autre enseignant qui avait donné un cours magistral sur la France du 19e, avec une session qui m'avait intéressée, celle sur la laïcité et la bonne séparation des églises et de l'État. Arrivé en maîtrise, moi j'aurais voulu travailler en fait sur la question religieuse au XVIe siècle. Mais mes bases en latin n'étaient pas suffisantes pour me permettre de me lancer sur le XVIe siècle. Et à ce moment-là, un homme qui allait compter beaucoup, qui comptait déjà beaucoup dans mon parcours académique, Claude Prudhomme, spécialiste d'histoire des missions, et spécialiste de la politique vaticane, donc des mondes extra-européens, me dit, avec qui je discute, me dit, si vous avez envie de travailler sur les questions religieuses, les questions de laïcité vous intéressent, pourquoi est-ce que vous ne travaillerez pas sur l'Algérie ? Je dis, l'Algérie, je n'avais pas vraiment pensé, c'était pas du tout une idée pour moi de travailler sur l'Algérie. Il me dit, mais si, ça peut être intéressant de voir comment cette loi de séparation des églises et de l'État s'est appliquée dans un espace qui est sur le plan juridique français, mais qui relève du monde extra-européen. Et me voilà donc lancée sur ce sujet en 1993. Et 1993, eh bien, c'est quelques mois, je commence mon sujet quelques mois avant la mise en terme du processus démocratique qui s'était engagé en Algérie. C'est la victoire du fils. Et à ce moment-là, le processus électoral est arrêté. Donc impossible de me rendre en Algérie. Alors je fais très court, je termine quand même ce travail en consultant un certain nombre d'archives, et puis vient le temps de l'agrégation, je passe l'agrégation, arrive après l'agrégation le temps de se poser la question, est-ce qu'on fait une thèse, est-ce qu'on ne fait pas de thèse? Je veux faire une thèse de doctorat, et j'ai toujours envie de retravailler sur l'Église, mais c'est toujours pas possible de se rendre en Algérie. Donc je change de sujet. Je tiens ma thèse, je suis recrutée comme maître de conférence, et je commence à m'intéresser vers 2005, à me dire, bon ben voilà, ça pourrait être bien que je me retourne vers l'Algérie. Et je me retourne vers l'Algérie avec cet ouvrage, donc issu de ma thèse d'habilitation à diriger des recherches. Ma thèse de doctorat porte sur le Machrek, mais j'ai envie de travailler à nouveau sur l'Algérie. Et comme ma thèse de doctorat porte à la fois sur l'islam et le catholicisme, je me dis que je vais faire la même chose en Algérie, en faisant intervenir un autre acteur, l'État colonial. Comment cet État colonial va se situer vis-à-vis des catholiques et vis-à-vis des musulmans. Et pendant ces recherches liées à mon habilitation, je renoue et je peux à ce moment-là me rendre en Algérie et consulter les archives, et je récupère énormément de documents sur l'Église catholique que je ne peux pas exploiter dans cet ouvrage parce que voilà, ça ferait un déséquilibre, et puis il y a des tas de choses qui ne rentraient pas dans la problématique qui était la mienne. Je les mets de côté, et une fois l'habilitation soutenue, une fois l'ouvrage de l'habilitation terminé, je rassemble toute cette documentation, je récupère les notes que j'avais prises, et puis je rédige un nouvel bouquin. Et c'est comme ça que, commencé en 1993, ce travail se termine en 2018 par cette publication, donc interrompue. L'autre question, c'est qu'est-ce que ça t'a appris sur l'Algérie? Parce que c'est une entrée, c'est plus qu'une entrée de biais, c'est un biais. Je trouve ça quand même assez fécond de rentrer par là, mais toi, qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est-à-dire, est-ce que de rentrer dans l'Algérie par le catholicisme, tu as appris des choses sur l'Algérie?
Alors, déjà, j'ai découvert tout un pan d'une histoire qui n'était pas connue. Et ce pan de l'histoire pas connue, c'est une histoire des vaincus. On n'écrit pas l'histoire des vaincus. Or, les catholiques d'Algérie, avant 1962, ce sont les vaincus de l'histoire. Ils ont été à la fois dominants, les minorités dominantes et tout en étant une majorité sur le plan politique, parce qu'ils ont le pouvoir. Alors, tous les Européens d'Algérie ne sont pas catholiques, il y a aussi des protestants, il va y avoir à partir de 1870 des juifs, en tout cas pour le Nord, mais il y a aussi bien sûr des athées, on est bien d'accord, vous avez toutes les confessions possibles, mais ces catholiques qui restent quand même majoritaires sont les vaincus. Et je me rends compte que finalement, on nous explique que l'Algérie c'est la France et que ces trois diocèses qui sont des diocèses comme les diocèses français, mais les historiens du religieux en France ne considèrent pas et ne les intègrent pas dans, par exemple, je pense à l'histoire de la France catholique du 19e siècle de Cholvy, ils ne parlent pas des départements d'Algérie. Et pour les historiens de la colonisation, il n'existe pas non plus ces catholiques. Pourquoi ? Parce qu'on a un inversement des faits à partir de 62. Les minoritaires, c'est-à-dire les musulmans qui étaient majoritairement quantitatifs, retrouvent leur place de majoritaire aussi quantitatif, et les autres sont occultés. Et il n'y a pas d'intérêt à travailler sur ces catholiques qui étaient dans le camp colonial, qui sont les vaincus. Donc je m'intéresse à des acteurs qui, pendant toute la période coloniale, sont devant et qui finalement sont occultés, sont oubliés. Donc c'est aussi une histoire des vaincus que je voulais aussi m'intéresser à ces vaincus, que je ne connaissais pas moi du tout à titre personnel, mais voilà, c'était ça. Donc ça m'a appris, d'une part, que les vicissitudes de l'histoire sont toujours là, sont toujours présentes, que nous autres historiens nous intéressons au temps long. On voit aussi les mouvements de flux et de reflux des religions, comment cette partie du monde a été aussi christianisée, nous savons tous, dans les premiers siècles, comment on a pu donner de grands noms à l'histoire de l'Église universelle, comment à partir avec l'arrivée de l'islam, cette présence catholique diminue puis chrétienne disparaît, comment cette présence se réactualise ou se recompose dans un autre contexte au 19e, comment à nouveau elle disparaît, comment à nouveau elle se maintient et comment elle émerge. Donc c'est aussi tous ces phénomènes cycliques de se dire que si on reste sur une petite partie, on n'a pas cette vision sur le temps long. Et c'est cette vision sur le temps long qui donne toute sa cohérence et qui explique pourquoi les sociétés sont aussi complexes. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Ça donne un degré supplémentaire de complexité à un pays qui est en lui-même très complexe. Ben voilà, c'est une entrée comme une autre. C'est une entrée peu utilisée parce que justement, c'était l'entrée des vaincus. C'est l'entrée des vaincus. Alors, entrée des vaincus, par le temps long, on le sait, l'Église catholique a une longue histoire dans le Maghreb. Il se trouve que les pratiques professionnelles aussi ne sont pas très prolixe là-dessus. Alors moi je te parle d'un point de vue tunisien, je ne connais pas bien l'état des travaux en Algérie, mais c'est vrai qu'en Tunisie, il y a comme ça des petits pôles autour de Saint-Augustin, Tertullien, Cyprien, etc. C'est des choses qui sont assez connues. Et puis de nouveau, alors comment toi, pour le terrain algérien, tu articules, je suis très contente de voir Marie dans la salle, parce que pour le 19e siècle, je pense que c'est des choses que je ne sais pas, mais comment tu articules, ou tu fais articuler, enfin je sais comment tu fais articuler, mais dis-le aux autres, la religion et la colonisation en Algérie, comment elle s'articule. Parce qu'un des intérêts de ton ouvrage, précisément, c'est qu'il nous introduit, j'ai dit tout à l'heure, comment on administre la religion, mais tu en fais aussi, en tout cas, tu donnes des pistes, et tu rends un peu vivante cette religion. D'abord parce qu'on a l'histoire du bâti, enfin en tout cas, on a une petite histoire matérielle, pas petite, quand même beaucoup d'éléments, les églises, où elles sont, etc., les couvents, comment ça se passe, et puis surtout tu nous donnes une histoire des sons, des cloches, des choses comme ça, enfin qui sont aussi, qui évoquent, qui permettent de... C'est pour ça que je pense que, alors je disais tout à l'heure, c'est un livre suggestif, c'est-à-dire on voit renaître la religion à travers ça. Alors, dis-nous en tout cas, comment pour toi s'articule la religion et la colonisation en Algérie, étant entendu
que le regard des colonisés que nous avons, ou d'ex-colonisés que nous avons, c'est toujours de les plaquer. Et au fond, ils ne sont pas plaqués, hein, c'est pas la même chose. Ils sont doués, mais ils ne sont pas, c'est pas le même phénomène. Et comment ça se passe en Algérie? Eh bien, il faut savoir que le projet de l'Église catholique et le projet de l'État français, l'État colonial, sont différents. L'objectif de l'Église catholique, pour reprendre la terminologie usitée, c'est de planter l'Église. C'est-à-dire que l'objectif de l'Église catholique, c'est se diffuser, comme toute religion à ambition universelle, c'est de gagner des territoires. Donc son objectif, c'est de s'installer dans le monde entier, en particulier, voilà, quand l'opportunité se présente, en Algérie, pour reprendre les mots utilisés au 19e, renouer les fils du temps. Les hommes du 19e sont absolument convaincus d'une réalité historique, c'est-à-dire que cette partie du monde a été chrétienne, c'est vrai, mais ils portent un regard décalé. Pour eux, la réalité chrétienne, il y a une parenthèse, c'est la période de l'islam, peu importe si ça a duré des siècles, et maintenant l'opportunité est enfin donnée, à partir de 1830, de pouvoir renouer les fils du temps. Donc l'idée de se dire, on retourne sur une terre qui était initialement chrétienne. Et l'objectif, bien sûr, c'est de s'y réinstaller. Alors, bien évidemment, on est dans la construction, hein, là-dessus, ça ne correspond pas à la réalité, mais peu importe. Les imaginaires conditionnent la réalité. Donc, ils sont là pour s'installer. La France coloniale, elle, envisage d'installer son pouvoir et sa domination. L'Église va s'appuyer sur le bras séculier. Elle va s'appuyer sur le pouvoir politique pour s'installer. Donc, en ce sens, il y a réellement collusion entre le programme, on va dire, de l'Église et le programme de l'État. L'Église va s'appuyer sur l'État et l'État va s'appuyer sur l'Église. Chacun va trouver des intérêts à collaborer. Même s'ils trouvent des intérêts à collaborer, la finalité n'est pas la même. Les uns veulent installer le royaume de Dieu, les autres veulent installer le pouvoir de l'État colonial. À partir, donc, il y a une collusion qui est évidente, même si les objectifs sont distincts. Ce cheminement, l'Église va donc le faire aux côtés de l'État colonial, va bénéficier de tous les avantages liés pour son installation. L'État, parce que nous sommes au 19e siècle, dans un contexte où l'État finance les cultes, va donc construire des églises, financer des prêtres, etc., va permettre ainsi de se développer. Cette situation, grosso modo, va durer, et c'est celle que l'on rencontre au niveau de l'ensemble du monde, jusqu'après la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, la papauté, le Vatican, commence à dire « Attention, nous ne sommes pas ici pour servir les intérêts d'un État, la Belgique, la France, peu importe, coloniale, nous sommes là pour servir les intérêts de l'Église. Donc faites attention à ce que nous faisons ne soit pas confondu avec le pouvoir. Alors pourquoi est-ce que l'Église prend ces positions-là ? Bien parce que l'Église s'est rendue compte que pendant la Première Guerre mondiale, des prêtres catholiques allemands étaient bien prêts à taper sur des prêtres catholiques français. Donc en rappelant que le nationalisme, ce n'est pas le destin de l'Église. L'Église, elle n'est pas là pour défendre tel ou tel pays ou telle politique. Mais le discours du pape n'a pas un grand impact dans une colonie de peuplement comme est l'Algérie. Je rappelle quand même que l'Algérie est un cas assez unique à l'échelle des empires coloniaux. L'Algérie, c'est l'espace le plus proche de la métropole et celui où il y a eu une colonisation de peuplement, et ce sont des départements français. Les autres sont des protectorats et il n'y a pas eu de colonisation de peuplement. On a deux autres exemples à l'échelle de tous les empires coloniaux. On a l'exemple de l'Afrique du Sud, avec les Hollandais, avec les bourgs, où il va y avoir une colonisation de peuplement, mais qui est très loin de sa métropole, c'est-à-dire les Pays-Bas. Et on a un deuxième exemple d'espace de colonie de peuplement, qui est cette fois-ci la Nouvelle-Calédonie française. D'ailleurs, un certain nombre d'Algériens vont être déportés après 1871, la grande révolte de Kabylie. Mais la Nouvelle-Calédonie, c'est à l'autre bout du monde. L'Algérie, c'est en face. Donc, vous êtes dans une colonie de peuplement, vous avez des prêtres qui sont très proches de leurs ouailles. Allez leur expliquer qu'il faut distinguer entre le projet de l'Église et le projet de la France. Ils sont catholiques et français, parce que pour eux, c'est la même chose.
arrive la guerre d'Algérie, et c'est à ce moment-là qu'on va voir apparaître à nouveau cette idée que l'Église n'est pas là pour défendre les intérêts de la France, l'Église est là pour défendre ses propres intérêts. Et là, il va y avoir une scission au sein du peuple catholique d'Algérie. Pourquoi? Bien parce que certains, l'écrasante majorité, va rester favorable à l'Algérie algérienne, et notamment dans les membres du clergé. Et puis vous allez avoir une minorité de fidèles, de prêtres, qui vont être guidés et portés par Monseigneur Duval, qui lui va clairement prendre fait et cause pour l'Algérie algérienne. Et c'est là où on voit bien qu'il y a dissociation des objectifs. L'objectif de l'Église, c'est pas de défendre la politique coloniale de la France, c'est de défendre sa présence en Algérie, qui importe avant tout. Et c'est là où, si vous voulez, oui, on a à des moments donnés des cheminements qui laissent avoir une collusion, mais en termes d'objectifs, ce ne sont pas les mêmes. Tant qu'en tout cas, on marche dans la même direction, pourquoi pas? Mais le jour où l'Église sent qu'elle est menacée, elle ne va pas continuer à soutenir le pouvoir colonial. Ce n'est pas le pouvoir colonial, elle roule toujours, excusez-moi ce côté un petit peu familier du vocabulaire, elle est toujours pour elle. L'Église, elle défend sa logique. Et ça, on va le retrouver à l'échelle de tous les empires coloniaux, avec ces spécificités que représentent les colonies de peuplement, parce que les fidèles vont se sentir pour le coup lâchés, trahis, parce qu'on les a, pour eux, ils se sont sentis abandonnés. Parce que cette logique-là, cette double logique, ils ne l'ont pas forcément perçue. Oui, c'est bien, parce qu'en plus, il y a plusieurs moments, tu montres qu'il y a plusieurs moments un peu dans ce croisement entre le pouvoir politique et l'Église, et que justement, ce n'est pas un parallélisme, ce n'est pas du tout une complicité comme on le croirait, au contraire qu'en histoire, justement, il peut y avoir aussi des convergences d'intérêts. Des convergences d'intérêts, mais aussi des divergences. Et après, comment c'est perçu par les fidèles? Comment les fidèles les vivent? Et bon, le drame de la colonisation et de la décolonisation, il est aussi beaucoup dans la perception de ceux qui les ont vécus. Enfin, tous les drames qu'il y a eu après, je pense après, dans l'Algérie indépendante, je pense aussi qu'ils doivent être rattachés un peu à tous ces problèmes. Voilà, c'est un travail d'historienne, et donc tu ne couperas pas au couplet sur les sources. Alors explique-nous comment on travaille sur une religion à partir de sources qui sont quand même, moi j'ai regardé, qui sont quand même des sources la plupart du temps classées, répertoriées. Qu'est-ce que des sources disent d'une religion? Enfin, je sais que tu travailles sur l'administration de cette religion, mais qu'est-ce que tu as trouvé aussi dans ces sources? Alors oui, il y a une presse religieuse en plus, qui est beaucoup plus importante qu'en Tunisie. Hein. J'ai vu qu'il y avait presque une quinzaine ou une vingtaine de titres. Je crois qu'elle est partie de l'Algérie. Je ne sais pas si on a autant. Tu sais, toi, il y a des revues religieuses en Tunisie. Mais là, tu as déployé des revues religieuses, une presse religieuse. Tout à fait. Ouais. La Tunisie catholique, la Croix de l'Algérie et de la Tunisie. Parce que moi, je l'ai travaillé dessus aux archives d'outre-mer, donc c'est la Croix de l'Algérie et de la Tunisie. Les semaines religieuses, de toute façon, aussi, je pense qu'elles doivent exister. A priori, je pense qu'elles devraient exister. Alors oui, on a plusieurs types d'archives. On a d'abord des fonds d'archives publics. Ce sont donc tous les rapports, toute la documentation de l'administration française. Nous avons une administration qui est extrêmement redoutable dès le 19e, mais qui fait des rapports sur tout et sur tout le monde. N'oublions pas aussi que les prêtres, avant de pouvoir entrer en fonction, sont sélectionnés et doivent recevoir l'approbation du préfet. Donc avant qu'on approuve quelqu'un, on fait des enquêtes dessus. Et ça, c'est très très riche. Donc vous avez vraiment toute l'entrée par les rapports de la préfecture. Dès qu'il y a une affaire de justice, ça donne lieu là aussi à des documents d'archives judiciaires. Vous avez tout ce qui concerne les édifices et tout ce qui concerne la police des mœurs, etc. Donc vous avez déjà des archives publiques qui sont énormes. Après, vous avez ce qu'on appelle les archives privées. Alors, ces archives privées, ce sont les archives qui appartiennent au diocèse, à l'archevêché, aux Pères Blancs, parce que moi j'ai beaucoup travaillé dans les archives des Pères Blancs, mais on pourrait largement, cet ouvrage est vraiment un tout petit début dans le nombre de choses qui restent à écrire sur l'Algérie. C'est-à-dire que la question du christianisme et du catholicisme en Algérie, à l'époque coloniale, mais même aujourd'hui, est à peine abordée.
Donc vous avez toutes les congrégations religieuses qui ont des archives. Vous avez toutes les sœurs, les sœurs, les sœurs blanches et autres. Les religieux, les religieuses écrivent beaucoup. Donc ils tiennent ce qu'on appelle des diaires, ils racontent ce qui se passe, ce qu'ils pensent. Vous avez toutes les lettres qui sont échangées. Vous avez toute la correspondance, c'est extrêmement riche, c'est-à-dire qu'on arrive à rentrer, puis vous avez la presse. Alors cette presse peut être non religieuse et traiter de sujets religieux, ou elle peut être clairement religieuse. Moi je pense par exemple aux semaines religieuses. Quand vous prenez les semaines religieuses, il y a des tas de petits éléments qui vous permettent de reconstituer la vie religieuse. Par exemple, on va vous dire, ben voilà, Monseigneur Untel est venu pour une tournée de confirmation. On a une prise de voile au Carmel d'Alger. Ou encore, nota bene, la messe sera dite en italien à telle heure. Et quand vous prenez les semaines religieuses d'Oran, ben vous avez des messes qui sont célébrées en espagnol. Et c'est pas pour rien. Par contre, vous allez plutôt trouver de l'italien du côté de Constantine. Et à Alger, vous allez avoir de l'espagnol et de l'italien. Et ça vous permet aussi de voir quel est le degré de proximité avec cette langue française. Et qui laisse à dire que ces populations européennes ne constituent pas non plus un peuple unique. C'est-à-dire qu'on a ces représentations d'un bloc de colonisés face à un bloc de colonisateurs. Ils sont très divisés entre eux. Et ces personnes, quand bien même elles ont la citoyenneté française, parce qu'il y a tout un système qui se met en place après les lois de 1889, parfois ne parlent même pas le français. Donc c'est autant de choses qu'on apprend à travers, tout simplement, de savoir qu'il y a une messe qui est dite en italien ou en espagnol, les lettres latines, peu importe. Donc on peut aborder effectivement ces questions religieuses à travers cette documentation qui est extrêmement riche. Et que dire des magnifiques photos. Vous en avez une qui est sur la couverture de mon ouvrage, toutes ces processions, ces photos de première communiante, tout ce paysage qui a marqué, ou bien encore quand on pense par exemple à la Tunisie, le congrès eucharistique qui va se tenir à Carthage en 1930, il y a un grand congrès eucharistique à Alger en 1939 avec des films. Donc là c'est pareil, on voit les vêtements, on voit les manières de se tenir, les photos, bref, pour l'historien, tout est document. Et sur les questions religieuses, on peut récupérer beaucoup d'éléments suivant qu'on regarde, on a un œil affûté, et c'est justement le métier d'historien qui fait ça. Et oui, parce que les sources, ça permet aussi de dédramatiser d'une certaine manière, en tout cas d'humaniser aussi la présence religieuse et de comprendre aussi, enfin, d'une certaine manière, tu fais de l'histoire sociale aussi avec... tu fais pas seulement de l'histoire... Elle est un peu diplomatique, ton histoire, je trouve, elle est un peu aussi, c'est de l'histoire administrative, mais au bon sens du terme, mais elle a beaucoup d'aspects d'une histoire sociale. Alors, toi, tu dis les vaincus, moi je dirais plutôt les minorités, parce que les vaincus aujourd'hui, peut-être... Non, je parle des vaincus de 62. Ah, d'accord. Oui, okay. Ah, des vaincus de la guerre d'Algérie. D'accord, voilà. Oui, c'est ça. Je n'avais pas de 62. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, réintroduire un peu le regard vers ces populations, parce qu'il ne faut pas oublier, il y en a eu presque 1 million, hein. Il y avait 1 million de catholiques, c'est ça? Alors, disons, on va dire à peu près 1 million d'Européens, dont une très grande majorité d'entre eux étaient catholiques. Et très pratiquants, on pense que c'est une population pratiquante, la population des pays colonisés? C'est une population, alors d'abord il faut savoir que les catholiques d'Algérie proviennent des 4 coins de la Méditerranée, donc avec un rapport religieux très différent selon qu'on soit italien, que l'on soit espagnol, que l'on vienne de Malte, que l'on vienne aussi des îles des Baléares, ou que l'on vienne du sud de l'Italie ou de la Sicile. Donc déjà des pratiques religieuses extrêmement différentes. Et quand les gens, ce qui m'avait marqué, c'est que les contemporains de l'époque ne cessent de dire que ces gens-là ne sont pas intéressés par la religion, ne cessent de dire que ces gens-là, ils veulent le minimum, c'est-à-dire qu'ils veulent qu'on les baptise, qu'on les marie et qu'on les accompagne au moment de la mort. Donc c'est vraiment les 3 moments forts, les 3 grands sacrements. Pourtant, en regardant de plus près, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une véritable quête spirituelle chez certains d'entre eux. On retrouve aussi ce que l'on appelle le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire une pratique religieuse plus importante chez les femmes
que chez les hommes, mais au-delà de cette dimension, on va dire, de pratique religieuse, le catholicisme représente autre chose en situation coloniale. Parce que aller à la messe, ce n'est pas du tout la même chose quand vous habitez à Alger ou quand vous êtes dans un village perdu dans la campagne. Pourquoi? Parce que c'est aussi le moment de montrer qu'on adhère à un groupe. Et du coup, le message est aussi politique. Parce que être catholique, c'est ne pas être musulman, c'est ne pas être indigène, c'est ne pas être juif, c'est ne pas être protestant. Donc il y a aussi ce message-là pendant la période coloniale. Donc ce positionnement qui fait que l'Église et le moment du culte, de l'office plutôt, est un moment aussi fortement politique pour se positionner en tant que communauté. Et c'est finalement aussi un lieu où, quelles que soient les origines des gens, on va avoir une unité qui se forme, où finalement on se dit que l'Église catholique va permettre d'aplanir les différences entre les Français dits de souche et ce que l'on appelle à la fin du XIXe siècle les néo-français. Et alors on vous explique comment, mon Dieu, ces Espagnols, ils ne seront jamais français, quoi. Ils ont beau avoir les papiers français, ils sont trop différents des vrais Français de souche. Les Italiens, c'est pareil. On est vraiment sur... On parle de néo-français, clairement. Alors, la Première Guerre mondiale va aider à ressouder et à souder et à constituer ce qu'on appelait un peuple. Derrière cette appellation d'Européens d'Algérie, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose, parce que quel point commun entre un très grand propriétaire terrien et puis un ouvrier agricole espagnol. C'est le grand écart. Donc là aussi, c'est pareil. Les Européens d'Algérie ne sont pas tous riches, on s'en faut. Vous avez aussi toute des barrières sociales très importantes. Et le moment du fait d'être catholique, le fait ça fait groupe. Et l'Église est un véritable repère, est un marqueur identitaire. Et je dis d'ailleurs qu'en Algérie, il y a eu un véritable tout colonial, parce que appropriation du sol, appropriation d'une nouvelle législation, et puis même le paysage visuel et sonore est modifié. On a des églises, et à l'appel du Mueddin répondent les cloches. Le temps est rythmé par le temps religieux, par le son des cloches. On a vraiment cette présence visuelle et sonore qui est très forte. Et c'est en ce sens que le catholicisme s'est voulu aussi une religion identitaire et structurante de ces populations venues des quatre coins de la Méditerranée et qui ne parlent pas la même langue et qui finalement ont pour plus petit dénominateur commun cette religion partagée qu'est le catholicisme, partagé par la majorité de ce groupe-là, et qui les aide aussi à se positionner vers des personnes, vers un groupe qui leur pose encore plus de problèmes, qui leur pose énormément de problèmes. C'est le groupe de ce qu'ils appellent les Israélites naturalisés. Parce qu'alors là, ce sont des indigènes qui ont accédé à la nationalité française. Et ça, c'est très difficile à accepter pour ces Européens qui ont un véritable mépris pour les indigènes. Mépris vraiment que ces indigènes soient musulmans ou qu'ils soient israélites. J'utilise bien sûr la terminologie de l'époque. Et du coup, c'est aussi une façon de se distinguer de ces Français qui sont quand même de confession israélite en disant nous, on est catholiques, quoi. C'est tous ces inconscients qui sont à l'œuvre. Et puis, il y a toujours ce mythe, ce hiatus entre on est des diocèses comme un diocèse de France, et qui a les mêmes règles, qui a la même administration, même droit canonique, tout ce que vous voulez, et dans le même temps, on se rend bien compte qu'il y a des pratiques religieuses qui sont vraiment spécifiques. Et que chacun arrive avec sa manière de procéder. On voit très bien comment les religieux s'adaptent. Quand on va voir l'archevêque d'Alger, que les Siciliens lui disent il faut aller baptiser la mer, et une fois par an, il monte dans sa barque, il va baptiser la mer, parce que les pêcheurs siciliens, les Siciliens sont pêcheurs, ont besoin de ça. Oui, c'est un rituel. C'est un rituel. Saint-Michel pour les Italiens est fondamental. Et on va faire la fête de Saint-Michel comme c'est pas possible. Donc il y a vraiment l'intégration de toutes ces pratiques, donc, ce qui fait qu'on a à la fois un catholicisme en apparence uniforme et en apparence qui serait la copie de ce qui se passe en France. Dans la réalité, des pratiques très 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 différentes et des segmentations très importantes, mais dans l'ensemble, un lien qui va permettre de faire sens
et de s'opposer, de se positionner face à une majorité. Cette majorité d'ailleurs qu'on occulte après la Première Guerre mondiale, parce qu'on se replie, on commence de plus en plus à vivre plutôt dans les villes et du coup à moins voir les indigènes. D'où le choc pour certains d'un 1er novembre 1954. Alors, tu as travaillé sur les rapports entre les catholiques et les musulmans, mais qu'est-ce que tu as vu d'autre sur les autres religions? Alors, les juifs d'abord, mais les autres aussi, les protestants, voilà, qu'est-ce que tu as vu à travers l'Algérie catholique, les autres religions? Alors, ce que j'ai vu en tout cas avant, on va dire grosso modo, avant les années 50, un anti-protestantisme très fort de la part des catholiques, c'est clair, et puis de l'anti-judaïsme qui peut parfois se transformer en antisémitisme en direction donc des juifs. Donc c'est vraiment les deux, c'est-à-dire qu'il y a aussi, et qui est assez en corrélation avec une position classique de l'Église à ce moment-là. On n'est pas du tout dans l'œcuménisme, on n'est pas du tout dans le dialogue. Je rappelle que tout ceci, c'est Vatican II qui va permettre un véritable aggiornamento de l'Église catholique, 1960, qui va, ce concile, qui va permettre de repositionner l'Église catholique dans le XXe siècle, j'ai envie de dire, en l'ouvrant à l'idée que finalement les autres ne sont pas des infidèles, mais ce sont des croyants d'autres religions. Donc c'est vraiment le basculement très important qui est fait à ce moment-là. Mais on voit bien qu'un certain nombre de personnes a vraiment du mal, de la même manière qu'ils ont du mal avec les francs-maçons, qu'ils ont du mal avec les athées. Voilà, donc c'est vraiment tout un discours assez classique que l'on rencontre par ailleurs, et qui est d'autant plus clivant qu'on est dans un système colonial, où là, les catégories sont beaucoup plus dures et il faut qu'on les maintienne. Donc c'est ce qui explique ça. Donc pas forcément beaucoup d'intérêt en direction des protestants, d'intérêt en direction des... Il y avait aussi des noyaux de protestants aussi, alors Kabylie ou ailleurs, non? Alors il y a plusieurs choses. Il y a aussi il y a eu des phénomènes de conversion. Ces phénomènes de conversion restent à l'échelle de l'histoire extrêmement, sur le plan quantitatif, extrêmement faible. J'avais travaillé dessus dans le cadre de ma thèse de doctorat et j'avais compté qu'entre 1900 et 1950, à partir en tout cas, j'avais pris tous les rapports des Pères Blancs entre 1900 et 1950. Avant, on n'a pas les chiffres, après, on n'a plus les chiffres. Qui répertorie le nombre de baptêmes. J'ai compté qu'il y avait 650 personnes qui s'étaient converties au catholicisme. C'est-à-dire qu'on est sur des données extrêmement infimes. C'est vraiment les chiffres auxquels je suis arrivée pour l'Algérie. Et il faut savoir que d'un point de vue de l'Église catholique, le catholicisme, une fois de plus, c'est une religion à ambition universelle qui envisage de diffuser sa religion dans le monde entier. Ils estiment qu'il y a eu 2 grands échecs de la mission sur le plan quantitatif, la Chine et le monde musulman. En Chine, ils ne font pratiquement pas de conversion. Je vous parle du XXe siècle, après cette situation est différente. Je rappelle que le catholicisme est présent par exemple au Vietnam depuis le XVIIe et qu'il y a de grosses communautés catholiques au Vietnam, la Chine non, et le monde arabo-musulman. Donc là c'est clair. Donc ça confirme effectivement cette dynamique-là. Alors, il y a bien sûr des protestants, mais il y a des protestants en Algérie, dans l'Algérie coloniale, qui s'appartiennent au grand courant du protestantisme historique, des calvinistes et des luthériens. Certains sont venus aussi en provenance d'Alsace et de Moselle après 1870. Je rappelle qu'en 1870, il y a une guerre qui oppose la Prusse à la France, et l'Alsace et la Moselle, qui sont à la frontière, rentrent dans le Reich, dans le Reich allemand, et un certain nombre d'Alsaciens et de Lorrains ne souhaitent pas être sous domination allemande, va s'installer en France, et d'autres vont venir s'installer aussi en Algérie. Donc il y a aussi ces protestants-là. Mais l'histoire du protestantisme, elle est finalement, elle prend tout son essor après l'indépendance. C'est après l'indépendance, et pas dans ses courants traditionnels, c'est-à-dire le calvinisme et le luthérianisme. C'est-à-dire que ce sont les mouvements dont vous avez sûrement entendu parler, les mouvements évangéliques, les mouvements néo-évangéliques,
qui, eux, vont prendre un essor important à partir des années 70-80. Avec la mondialisation. Avec la mondialisation. Alors ce sont des mouvements qui commencent dès le 19e siècle, parce que c'est pas des... Nous, on a l'impression qu'ils sont récents, enfin, à l'échelle de l'histoire, ils sont récents, c'est vrai, mais c'est leur diffusion, ce sont des mouvements qui datent même du revivalisme du XVIIIe siècle, donc ça remonte encore plus loin. Et ce sont des mouvements de conversion qui ont pris exactement le contre-pied des techniques d'évangélisation catholique. Les catholiques, les missions catholiques ont des stratégies de conversion qui partent du principe qu'on doit s'adapter au public à convertir. Quand on veut convertir des femmes, il faut avoir le discours adapté aux femmes. Quand on veut sensibiliser les enfants, il faut avoir les discours. On adapte donc son discours au public à convertir. Ces mouvements évangéliques partent de l'inverse. Eux, ils vous disent, j'ai une méthode et je l'applique partout. Et force est de constater que c'est leur méthode qui, aujourd'hui, alors pendant des siècles, c'est le catholicisme qui a plutôt progressé, mais cette méthode de dire on ne s'adapte pas, on a un modèle, on applique et on voit ce que ça donne, eh bien ça fait qu'on assiste depuis les années 70-80 à des mouvements de ce que j'appellerais de mobilité religieuse à l'échelle du Maghreb, notamment en Algérie, avec des conversions à ces églises évangéliques. À tel point qu'aujourd'hui, le président de l'église protestante en France, en Algérie, est un citoyen algérien qui est venu à ces églises-là. Et qu'on a du mal à quantifier, mais c'est une réalité aujourd'hui présente en Algérie. On estime à plusieurs dizaines de milliers le nombre d'Algériens qui ont choisi d'aller vers ces églises protestantes. Donc voilà en tout cas pour la réalité du protestantisme, mais là aussi toute l'histoire du protestantisme en Algérie, mais je crois que toute l'histoire du protestantisme en Tunisie aussi reste à faire. Nous avons affaire là aussi pareil, à des champs qui restent à défricher. Tout à fait. Alors avant de donner la parole à la salle, tu as intitulé ton dernier chapitre la fin de l'histoire. Et est-ce que c'est pas la fin d'une histoire? Est-ce que oui, c'est la fin de l'histoire. Non, point d'interrogation. Oui, avec un point d'interrogation. Oui, c'est pas de l'histoire, c'est d'une histoire. Et je pense que les derniers mots, je dis, une nouvelle page de l'histoire est en train de s'écrire. Oui, je crois que je commence par un point d'interrogation. L'histoire religieuse, elle redémarre fort, à mon avis, au XXIe siècle. C'est clair. Je commence par une interrogation et je finis par une affirmation. Effectivement, c'est un nouveau chapitre qui est en train de s'écrire. Je mets 3 points de suspension. Donc je réponds à ma question et du coup à la tienne. Non, mais voilà. Est-ce que tu as quelque chose de sympathique à nous raconter sur ton travail sur l'histoire religieuse? Parce que c'est pas très sexy aujourd'hui de travailler sur l'histoire religieuse. Enfin, en tout cas, ça devrait l'être, mais il faut être un peu courageux d'abord pour la faire. Et est-ce que tu as, dans ton cursus de chercheur, est-ce que tu as une histoire à nous raconter autour de ce sujet? Est-ce qu'il t'a apporté, en tout cas en tant que chercheuse, mais aussi en tant que citoyenne qui travaille sur la religion? C'est pas évident aujourd'hui de travailler sur l'histoire religieuse. C'est un beau domaine, mais il n'est pas très pratiqué. Non, c'est vrai que c'est... moi, je pense toute une anecdote que j'ai envie de partager avec vous, qui remonte au temps de ma thèse. J'ai fait une thèse qui a été publiée aux éditions Goettner, qui s'appelle Clerc catholique et oulémas sunnites. Ne pouvons pas travailler sur l'Algérie. Je me suis tournée du côté de l'Égypte et de la Syrie et du Liban. Et j'essaie de voir comment des catholiques, et en l'occurrence des membres de 3 congrégations religieuses, comprenaient l'islam comme religion. Est-ce que la sainteté existe dans l'islam? Est-ce que qui est Mohammed, etc. Et puis bien évidemment comment les convertir. Et puis de l'autre côté, j'ai essayé de croiser en me disant comment des musulmans, et en l'occurrence des ulama, essentiellement des Égyptiens, ont pu analyser l'islam comme religion et sortir du discours politique et impérialiste. Et puis une 3e partie, parce que j'ai eu le bonheur de trouver des archives sur ce qui est, à ma connaissance encore aujourd'hui, la première association de dialogue islamo-chrétien qui a laissé des archives, même s'il y a eu des tentatives, je pense en Algérie dans les années 30, autour des 3 religions, judaïsme, catholicisme et islam. Et dans ce cadre-là, donc, je
je vais travailler dans les archives des jésuites, je vais travailler dans les archives des jésuites en France, et puis au Caire, et puis à Beyrouth. Et là, à Beyrouth, le père archiviste est un monsieur d'à peu près 85 ans, qui est maronite, et donc j'avais rencontré d'autres pères jésuites qui me disent, mais voilà, il faut aller voir ce père qui a les archives. Il me reçoit dans son bureau, très gentiment, et il me dit, ben voilà, écoutez, c'est bien ce que vous allez faire là, mais j'ai une question à vous poser. Je dis, ben, ici, mon père me dit, est-ce que vous êtes chrétienne ou est-ce que vous êtes musulmane? Ben, je le regarde et je lui dis, écoutez, mon père, vous pourriez aussi me demander si je ne suis pas juive, parce qu'il y a des Saïdis qui sont juifs à Beyrouth. Vous pourriez aussi me demander si je ne suis pas bouddhiste. Ah, déjà, il ne commençait plus à rire. Ou si je ne suis pas athée. Et là, ça ne l'a pas fait rire du tout. Et là, je sais très bien pourquoi il me pose la question. Et je sais très bien que j'ai conscience que j'ai devant moi un monsieur qui a 85 ans, un monsieur qui est maronite, un monsieur qui vient de sortir d'une guerre civile sanglante, d'un monsieur qui a été aussi bombardé par l'aviation israélienne. Je sais aussi que c'est un monsieur qui est l'héritier d'une société où il y a 17 confessions et où l'individu n'existe pas. On vous rattache toujours à un groupe et qui a juste besoin, dans sa carte mentale, de me situer. C'est pas la réponse, peu importe. Je lui disais que j'étais musulmane, c'était pareil. Je lui disais que j'étais chrétienne, c'était pas un souci. Je lui disais que j'étais juive, c'était pas ça le fond du problème. Mais il fallait qu'il me situe. Et moi, qui arrivais d'une autre culture, d'un autre pays, française, à cette époque-là, j'avais passé l'agrégation, donc fonctionnaire, et puis qui ne souhaitait pas rentrer dans sa logique à lui, tout en l'ayant parfaitement comprise. Et je lui dis, écoutez mon père, moi je viens d'un État, l'État français, pour qui la laïcité est un principe, et qui fait en plus de ça que, parce que j'étais fonctionnaire, et même si je ne l'avais pas été, je redis la même chose, je ne me tiens pas, je suis ici pour des raisons professionnelles, pas personnelles. Donc je ne vous dirai pas si je suis ou je ne suis pas. Je ne répondrai pas à cette question. Tout simplement, je ne souhaite pas y répondre. Voilà. Et il me dit, c'est très intéressant, mais je crois que j'ai rien pour vous. Je lui dis, merci beaucoup, mon père. Comment ? Il a tout dit. Il a tout dit, et je m'attendais, quand on pose, je me suis exposée à la réponse, et puis je m'y attendais. Vous l'avez médité. Comment ? Vous l'avez médité. Je l'ai même cherché, et c'est pas grave. Et je l'ai remercié, et je suis donc sortie pour aller voir d'autres pères, je pense notamment au père Louis Boissé, qui dirigeait qui travaillait sur la question des relations islamo-chrétiennes, etc., qui je raconte ça, qui est stupéfait, et qui me dit, mon Dieu, mais c'est pas possible, etc. Je dis, mais ce n'est pas grave. J'étais assez sereine, je ne sais pas pourquoi, j'étais très très sereine. Puis bon, voilà, c'est comme ça, j'ai passé les archives, j'ai lu celle du Père Martin à Beyrouth, au Caire, j'ai lu celle de toute la province de France, de province de Lyon, qui sont à Paris, je ferai avec, voilà. Je rentre en France, et là, je raconte cette histoire à mon directeur de thèse. Mon directeur de thèse me dit, enfin, pourquoi vous n'avez pas dit que vous étiez maronite? La question a été réglée. Je dis, monsieur, il y a 17 communautés religieuses au Liban. Le lendemain, j'étais chez les chiites. Il fallait que je leur dise que j'étais chiite. Le surlendemain, j'étais chez les orthodoxes. Aurait-il fallu que je leur dise que je suis orthodoxe? Puis après, je pouvais être chez les makikites. Et je dis, j'ai choisi de ne pas me prononcer. Je ne dis pas que j'ai fait le bon choix, je dis que j'ai fait le choix qui me correspondait le plus, mais du coup, j'en assume les conséquences, ni plus ni moins. Tout ce que je vous dirais, c'est que ma petite histoire a bien sûr fait le tour de toutes les congrégations religieuses présentes au Liban et en Égypte et en France, et même à Rome. Et ça a été le seul fonds d'archives qui m'ait été interdit. C'est-à-dire que personne ne m'a refusé l'accès aux archives. Et la question ne m'a plus jamais été posée du côté des religieux, quelles que soient les congrégations religieuses. Alors soit parce qu'ils, pour eux, j'étais évidemment soit musulmane, soit chrétienne, je sais pas, hein, je ne sais pas quelle image ils pouvaient avoir de moi, et puis j'ai envie de dire, cette image leur appartient, elle ne m'appartient pas.
Finalement, les seules vraies personnes qui m'ont toujours enquiquiné avec ces histoires, c'était plutôt mes collègues universitaires, extrêmement laïcs, tout ce que vous voulez, qui, jusqu'à encore aujourd'hui, me posent cette question. Jusqu'à aujourd'hui, je ne leur réponds pas, en leur disant tout simplement qu'ils ne rentrent pas dans la sphère privée. On est dans un cadre professionnel et que moi, je ne m'intéresse pas à la religion des uns et des autres. Et que j'ai fait ce choix pour moi, le religieux est un objet de recherche que l'on peut aborder, que l'on soit croyant ou que l'on ne soit pas croyant, c'est pas ça la question. Mais la croyance n'est pas fondamentale et la non-croyance n'est pas fondamentale non plus. C'est un objet qu'on aborde avec une méthode, la méthode d'anthropologue, la méthode de sociologie, d'histoire, peu importe. Et que je ne voulais pas rentrer dans ce type de discussion. Voilà, donc ça c'était une non-posée. Voilà, donc, du coup, pour moi, j'estime que l'histoire c'est bien fini pour moi. Je n'en ai jamais voulu à ce père jésuite que j'ai parfaitement compris. Et je suis rentrée en me disant en même temps que j'étais quand même aussi très contente de vivre dans un pays où finalement ces questions-là n'étaient pas structurantes, ni pour occuper des places politiques, ni pour avoir à jouer un rôle dans la société, et que finalement c'était peut-être pas si mal que ça aussi. Et c'est toujours quand on parle de son pays qu'on voit à quel point, en tout cas je parle pour moi, on y est attaché, à quel point tout ce qui peut nous apparaître pénible à des moments donnés peut être perçu, parce que c'est ça aussi, cette altérité que l'on rencontre, que l'on comprend. Et puis voilà, même quand même notre modèle est loin d'être parfait et est en crise, j'en ai parfaitement conscience. Donc voilà, peut-être pour terminer par une anecdote. Merci.